Précédemment, dans Cartel Nord. Le puissant clan de Bassins gère le point de deal en haut de la cité. L'équipe Yoda, affiliée à la redoutable bande des Carmes, contrôle le point de deal en bas de la Paternelle. Le 15 février 2023, le conflit bascule définitivement. Toutes les grosses cités du 14e, 15e ont été impactées. Il y a un cycle de vendetta en cours à Marseille qui implique 2 clans de trafiquants lourdement armés. Près de 50 morts, plus de 110 blessés. En 2023, la guerre de la Paternelle enflamme Marseille. Un conflit sans merci, inédit, pour le contrôle des points de deal dans une seule et même cité. Mais derrière la Paternelle se joue un autre projet. Plus grand, plus ambitieux, le contrôle du trafic de drogue dans tout Marseille. Il y avait un plan beaucoup plus global de gros narcos pour devenir les véritables patrons de Marseille. Le haut, en s'attaquant au bas, tombe sur un os. Du réel au virtuel, une autre guerre se joue. Un nom, une marque, la DZ Mafia. Flagrant délit, pilonnage sur les points stup, coup de filet, la police multiplie les interventions. Il y aura un avant et un après Paternelle 2023. Bienvenue dans Cartel Nord, une plongée inédite dans le trafic de drogue marseillais. Un podcast original, La Provence. Épisode 6, DZ Mafia contre Yoda. En 2023, la guerre sur fond de trafic de stupéfiants fait rage à Marseille. 2 clans se livrent un conflit sans merci, le clan de Bassins contre l'équipe Yoda. 2 clans en guerre pour le contrôle d'un point de deal, le très lucratif plan de La Fontaine à la Paternelle. Le plan appartient à l'équipe Yoda, mais le clan de Bassins veut le récupérer. Début février 2023, Bassins attaque Yoda, une opération calculée, planifiée, orchestrée depuis plusieurs mois. Dès le printemps 2022, on savait que des personnes fomentaient déjà des actions ou des projets de règlement de compte. Philippe Frison est le directeur zonal adjoint de la police judiciaire de Marseille. Il y avait un plan beaucoup plus global qui existait depuis un certain nombre de mois, avec de gros narcos que nous avions arrêtés 1 an ou 2 ans auparavant, et qui avaient cette volonté d'ouvrir ces guerres pour devenir les véritables patrons de Marseille. Et donc, ce conflit entre de la Paternelle, ça a été l'occasion, d'un moment donné, de faire enflammer Marseille et de permettre aux gens qui étaient derrière tout ça et qui avaient planifié tout ça, de leur donner un bon prétexte pour pouvoir agir et arriver à leur fin, ou tenter d'arriver à leur fin. Enflammer Marseille, mettre la main sur les principaux points de deal, c'est l'objectif du caïd de Bassins, sorti de prison 2 ans plus tôt. Et pour atteindre cet objectif, il a un plan. D'abord, récupérer les points de deal de son ancien associé Karim Arat, alias Rantanplan. En 2021, il récupère les points de deal, place ensuite, à la 2e étape, former un cartel de narcotrafiquants. C'est une organisation criminelle, c'est une agglomération de différents chefs de clan, c'est une coupole qui est dirigée par 3 ou 4 membres importants du narcobanditisme marseillais. Certains sont en prison, certains sont en liberté, certains sont en fuite à l'étranger. Et à partir de là, c'est eux qui tirent les ficelles en matière d'organisation de règlement de compte et tout ça. Dans les couloirs de la PJ, ce conglomérat de narcotrafiquants, ce cartel, est désormais identifié. Après les alliances, place à l'action, c'est la 3e phase du plan, prendre le contrôle du trafic de drogue à la Paternelle. Les 2 points de deal au centre de la cité, le Vieux Moulin et le Milieu, sont rapidement mis hors jeu. Reste le plus gros, le plus lucratif, celui qui génère le plus d'argent, le plan de Yoda en bas de la cité. Problème pour le cartel, en face,
l'équipe de Yoda s'avère bien plus puissante que prévu. Au début de la guerre de la Paternelle, février 2023, mars 2023, on suppose que l'équipe de bassin, celle du haut de la Paternelle, est quand même la plus importante et la plus puissante parce que déjà, elle a récupéré tous les plans du Runt, les Micocouliers, Calisté, etc. Donc ça fait quand même, c'est une belle assise. Florent Bonnefoy est journaliste au service faits divers de la Provence, spécialisé dans les affaires de narcobanditisme. Le plan du bas vivait un peu dans son coin, n'avait pas forcément de volonté d'expansion très manifeste en tout cas. Sauf que le haut, en s'attaquant au bas, on se rend compte qu'il tombe sur un os, que Yoda est en fait beaucoup plus puissant qu'il n'y paraît, parce qu'il a accumulé énormément d'argent, et surtout il a noué des alliances. Peut-être aussi en réaction à ces attaques. C'est quelqu'un qui arrive à discuter avec d'autres clans qui peuvent être très éloignés, comme ceux des Gitans, notamment sur les Micocouliers, et qui pourrait même être en discussion avec l'un des groupes les plus puissants, qui est celui de la Castellane, et à répliquer quasi systématiquement aux attaques du camp adverse. Des ripostes quasi systématiques, des attaques parallèles, le clan de Yoda ne se laisse pas faire. Le conflit s'enlise et plonge dans un cycle de violence inédit. Et résultat, à la Paternelle, le trafic est presque à l'arrêt à cause des fusillades quasi quotidiennes. Avec la guerre, les points de stup de la Paternelle, ça devient des zones très dangereuses. Même les guetteurs ont peur d'y aller. Un des premiers soirs de la guerre, en mi-février 2023, il y a un guetteur qui est quasiment évacué, escorté par une patrouille de police qui débarque dans le quartier parce qu'il n'a pas été payé. Il attend devant le point de deal qui est porte close parce que ça tire tellement que plus personne ne sort. Sauf que le type a travaillé, il n'a pas été payé, il attend son argent et il rase les murs. Il a peur de se prendre une balle. Et il risque à ce moment-là vraiment de prendre une balle parce que ça tire sur tout ce qui bouge à la Paternelle à cette période-là. Les plans ne tournent plus, ou quasiment plus. En mai-juin, dès qu'un point de deal rouvre, notamment celui de La Fontaine, dans l'heure qui suit, il y a une équipe adverse qui vient tirer sur le guetteur ou sur le vendeur pour maintenir la pression et couper les vivres quelque part parce que les points de deal physiques ne tournent plus. Entre les deux clans, la guerre est intense. Mais le conflit de la Paternelle ne se limite pas qu'au point de deal. Du réel au virtuel, une autre guerre se joue. Une guerre d'image et de réputation. Et le conglomérat réuni autour du clan de Bassins l'a bien compris. Dans le courant de l'année 2023, il prend un nom et devient une marque. La DZ Mafia. Et c'est le code pour l'Algérie, le code sur les plaques d'immatriculation, par exemple, des aides, c'est Zahir, ça veut dire c'est ce qui est relatif à l'Algérie. Donc, DZ Mafia, c'est une mafia, disons, algérienne. C'est le pendant d'un autre groupe qui, lui, est beaucoup plus connu et plus ancien sur le Benelux, la Mokro Mafia. En fait, à Marseille, ils ont un peu dérivé cette marque. Eux étaient plutôt originaires d'Algérie, donc c'est devenu la DZ Mafia, la Zahir Mafia. Et il y a une sorte de DZ-mania qui apparaît sur les réseaux, ça fascine. Il y a énormément de vidéos qui font beaucoup de clics et beaucoup de gens essaient de capter cette attention, cette audience-là. Et on ne sait jamais trop quelle est la part du lien véritable entre les clans, les points stup et la volonté aussi de faire peur un peu à l'adversaire, de montrer un peu les muscles en se revendiquant, par exemple, de la DZ Mafia. Ça arrive vraiment doucement, ça apparaît petit à petit, essentiellement sur les réseaux sociaux, sur des vidéos, sur des commentaires de Snapchat. J'en tiens pas vraiment compte au début. C'est plutôt affilié à tout ce qui est relatif au plan du haut, à l'équipe de Bassins. DZ Mafia, maintenant, DZ Mafia c'est le haut et Yoda c'est le bas. Yoda, DZ Mafia, deux noms, deux marques. Avec cette guerre, les narcotrafiquants se comportent en véritables chefs d'entreprise. Ils ont fait du marketing, ils ont créé une marque et les groupes se rallient à cette marque. Ça devient quelque chose dont ils se revendiquent dans les quartiers et même des gens qui sont beaucoup plus bas dans l'organigramme, qui vont, surtout pour un adolescent qui est un peu en quête de reconnaissance et qui se retrouve avec une arme à la main, il fait partie d'un clan.
Il a cette marque, il fait partie de ce truc-là. C'est tout juste s'ils se font pas tatouer DZ Mafia. Mais il y a une anecdote début juin, une équipe justement de la DZ Mafia qui est interpellée en flag par la BRI du côté de la STAC. Et donc ils sont entendus en garde à vue et à l'évêché, les policiers, quand ils retournent dans les geôles où le commando a été retenu, dans l'une de ces geôles, ils trouvent une inscription qui n'y était pas avant, c'est DZ Mafia. C'est dire si ça devient une marque. Février-mars, ça commence à apparaître. Avril, mai, ça prend de l'ampleur. En juin, ça devient une revendication en soi. C'est quasiment une fierté. C'est une marque qui fait peur. Avec la guerre de la Paternelle, Marseille se divise en deux. Dans ce conflit, chaque clan, chaque point de deal doit désormais choisir son camp. Soit on était du côté Yoda, soit on était du côté DZ Mafia. Inévitablement, ça nécessite qu'il y ait des alliances et qu'il y ait des regroupements. Et des fois, des regroupements contre nature, voilà, qu'on n'aurait pas pu imaginer 5 ans ou 10 ans auparavant. Mais par nécessité. Nécessité de survie, nécessité à s'opposer à la puissance montante. Il faut bien comprendre, c'est un consortium de narcos et de clans de narcos. Et bien souvent, vous retrouvez parmi les gens les rivalités anciennes. Si vous étiez plutôt du côté des Blacks, même s'ils ont disparu, ou Olivier A, vous alliez tomber inévitablement dans l'escarcelle de la DZ. Côté Yoda, donc ça entraînait également une scission au niveau de son équipe. Le clan des Carmes a explosé. Donc ça a eu des incidences, mais là, inévitablement, les gens qui étaient plutôt à l'époque, dans les années 2010, contre les Blacks, et notamment les Gitans, et le peu qu'il en reste, ont naturellement trouvé aussi des opportunités, et se sont retrouvés des alliés d'opportunités avec Yoda. C'est pour ça qu'on a eu l'affrontement de gros blocs, voilà, qu'on n'avait jamais vu sur Marseille, et c'est pour ça que ça a donné lieu à tant de fusillades, tant de morts, tant de blessés. Sur le terrain, cette guerre de la Paternelle entre Yoda, DZ Mafia et leurs alliés continue d'affoler les compteurs. Fin août, après un mois particulièrement sanglant, avec 10 personnes tuées, la barre des 30 morts est franchie et plus de 60 personnes sont blessées. Et en marge du conflit, la DZ Mafia et Yoda n'en oublient pas l'essentiel. Le business doit continuer de tourner. Dans leur volonté de devenir toujours plus gros et toujours plus forts, les deux clans s'exportent hors de Marseille à la conquête de nouveaux marchés. Il y a des clans qui ont envie des volontés hégémoniques, ça se limite pas à un quartier, ça se limite pas à un arrondissement, donc forcément ils vont étendre leur zone de chalandise, ils vont essayer d'aller à la conquête d'autres territoires où des points sont sans commune mesure avec ceux de la Paternelle par exemple. Ça peut aller jusqu'au Vaucluse, aux confins des Bouches-du-Rhône, voire dans le Gard. C'est ça de prix à la concurrence aussi, parce qu'on est quand même dans un marché qui est partagé, et donc en reprenant le contrôle d'un point de deal, même à l'extérieur de Marseille, ils vont s'assurer quand même un avantage commercial. La DZ Mafia et Yoda comprennent donc l'avantage commercial de s'exporter dans d'autres cités. Et dans ces cités, faire appel à ces deux clans, c'est l'assurance de bénéficier d'une expertise sur le marché du stup. Des trafiquants locaux sur des points de deal qui sont pas forcément aussi importants qu'à Marseille, mais qui sont dans des villes moyennes, vont avoir besoin de se fournir en produits, de se fournir en personnel pour assurer la sécurité, par exemple, où il y a une certaine technicité, on va dire, pour protéger les points de deal, pour ravitailler, etc. Ils vont parfois faire appel, surtout lors de conflits locaux avec d'autres réseaux, à des réseaux, on va dire, amis, où ils vont solliciter les services de groupes de narcobanditisme qui sont déjà implantés par le truchement des connaissances, parfois en prison. Donc c'est quand même un petit monde, tout le monde se connaît plus ou moins, et même au-delà de Marseille. Et donc au gré des besoins, ils vont faire appel à la DZ Mafia ou au clan Yoda ou à d'autres clans pour protéger leurs points, pour reprendre des points aussi, pour faire des coups de force, parce que ces clans ont un savoir-faire et une puissance qui leur permet d'agir ailleurs et de quelque part de monnayer leurs services. Sauf que au bout d'un moment, ils se rendent compte que pas besoin des locaux.
Une fois que le plan est repris, que la logistique est assurée, qu'ils fournissent le produit, qu'ils fournissent la sécurité, ils n'ont pas besoin de s'encombrer de gérants locaux qui appartiennent pas à leur réseau. Donc souvent, on a eu des bascules comme ça de ces clans marseillais qui ont repris la main sur des réseaux qui appartenaient à des locaux, notamment à Arles. Face à ces deux clans et au sanglant conflit de la Paternelle, la réponse policière est sans commune mesure. Depuis le début de l'année, 89 personnes ont été arrêtées. Parmi elles, 74 sont derrière les barreaux et 46 mises en examen pour homicide volontaire ou tentative d'homicide. Côté armement, la police a intercepté 21 fusils d'assaut, 4 pistolets mitrailleurs, 3 grenades artisanales et 11 armes de poing. Enfin, niveau stupéfiant, 133 kg de cannabis et 46 kg de cocaïne ont été saisis. Côté police, aussi, on affiche des chiffres records. Des chiffres auxquels s'ajoutent les actions sur le terrain. Pilonnage sur les points stupes, coups de filet, flagrant délit, la police multiplie les interventions en misant notamment sur la méthode proactive. Ce qui nous permet de pouvoir déjouer des règlements de compte et d'arrêter, si on ne peut pas déjouer les règlements de compte, d'arrêter les gens avant qu'ils ne passent à l'action, de les arrêter bien souvent dans un temps relativement court après qu'ils aient commis le crime. Alors, ce qui s'est passé les années précédentes, on avait largement le temps de travailler pour pouvoir déjouer des assassinats. Et on pouvait interpeller les gens avant qu'ils ne passent à l'action. Par rapport à ce qui a changé en 2023, c'est qu'en 2023, ça allait tellement vite, les faits se produisaient de manière, une fréquence très importante, comme on a pu le voir. On a eu du mal à pouvoir arrêter les gens avant qu'ils ne passent à l'action. On était placé sur les gens qui étaient susceptibles de passer à l'action, on les surveillait, on n'avait pas suffisamment d'éléments judiciaires pour pouvoir les confondre et les présenter devant un juge, mais on était tellement bien placé qu'on assistait pratiquement en direct à la commission des faits, où dès que le fait se passait, on avait des éléments de compréhension qui nous permettaient de comprendre que c'était l'équipe qu'on surveillait, qu'on était en train de surveiller, qui, parce que ça va très vite, qui était passée à l'action. C'est pour ça qu'on a pu déclencher au moins 6 dossiers en 2023 sur des équipes actives et qu'on a pu solutionner rapidement quelques faits. Et ensuite également, sachant qu'une équipe a pu faire 10-12 faits chacune, un truc comme ça, ce qui nous donne des perspectives énormes en matière d'élucidation à terme. Voilà. C'est ce qui a un peu changé. Des fois, un policier ne passe toute sa carrière, ne fait jamais aucun flagrant délit. À Marseille, les gens de la BRI et de la brigade criminelle et de la BRB ont réussi cette année 6 flagrants délits. Voilà. Vraiment en lien avec les narco-homicides. Mais le travail des policiers ne s'arrête pas au flagrant délit. En parallèle, les enquêteurs de la PJ mènent un travail de fond pour arrêter les chefs de clan. Et début juin, justement, l'OFAST, l'Office anti-stupéfiant, réalise un gros coup de filet et interpelle des membres importants du clan Yoda. À partir de 2022, l'Office anti-stupéfiant, l'antenne anti-stup en fait, de la PJ, se met à travailler sur le clan Yoda, sur le réseau stup du bas de la Paternelle, qui rapporte énormément d'argent, qui ne fait pas trop de vagues sur le plan des violences, des fusillades, mais qui pose un problème de trafic de drogue classique, on va dire. C'est une enquête qui est très longue, qui dure presque 9 mois, je crois, parce que le réseau est très important, rapporte énormément d'argent, et surtout, les donneurs d'ordre ne sont pas forcément là. Donc il faut attendre qu'ils reviennent, qu'ils soient physiquement là pour les interpeller, les principaux chefs du clan. En juin, le réseau du bas et de la Paternelle est démantelé par l'OFAST. L'un des cadres du réseau de Yoda est localisé, donc il est interpellé et avec lui, tout l'organigramme tombe, sauf quelques-uns, dont le principal, dont le fameux Yoda, qui n'est pas là, qui est en fuite à l'étranger et qui depuis a un mandat d'arrêt international. Donc lui est désormais un petit peu contraint dans ses déplacements et voilà, il est recherché. Fin juin 2023, un coup important est donc porté au clan Yoda par la police. Et ce n'est pas le dernier. Le 20 novembre, 21 autres membres du clan sont interpellés et 9 sont mis en examen. Des arrestations qui touchent aussi la DZ Mafia. Le 29 novembre, la police arrête 24 personnes suspectés d'appartenir à ce groupe de narcotrafiquants. Des coups de filet sans commune mesure et tout de suite, l'impact sur le conflit se fait sentir.
On s'est aventuré à tracer un petit peu les courbes au fil de l'année du nombre de morts d'une part et du nombre de blessés surtout, qui sont pas tout à fait les mêmes. Et tout ça pondéré par les grands événements côté policier. Et on se rend compte en fait que sur cette guerre, la courbe est un petit peu en dos de chameau. Il y a deux bosses. Ce qui influe sur le nombre de victimes et donc aussi de fusillades, c'est soit les démantèlements de réseaux, soit les interpellations d'équipes de tueurs en flagrant délit. C'est mécanique. Vous avez, à chaque fois qu'il y a une équipe de tueurs qui a été interpellée, vous avez 15 jours, 10, 15, 3 semaines d'accalmie, qui est toujours un peu relative. Il y a plusieurs pics, il y a un pic autour d'avril, de bonne mémoire, et ça correspond à l'interpellation du fameux Matteo. En avril, il y a 2 autres commandos après des coups de force qui sont attrapés parce qu'ils étaient plus ou moins suivis déjà. Ils sont pris en flagrant délit juste après des fusillades. Il ne faut pas de blessés, je crois. Mais ils sont attrapés avec des kalachnikovs, tant du côté de Yoda que du côté de la DZ Mafia. Hein. Et ça a une influence immédiate sur le nombre de victimes. Fin décembre 2023, la guerre de la Paternelle semble figée. La dernière fusillade en lien avec ce conflit remonte à la mi-novembre. Après 10 mois de guerre entre la DZ Mafia et Yoda, les pertes humaines considérables, les fusillades en série et les nombreuses interpellations portent un sérieux coup d'arrêt aux 2 équipes. Mais ce coup d'arrêt ne signifie pas pour autant la fin des hostilités ou qu'un clan a pris le dessus sur l'autre. Au 22 décembre 2023, 6 semaines, on n'a pas eu de mort par balle sur fond de trafic de stupéfiants à Marseille. Ça ne veut pas dire que le conflit est terminé. Je pense que globalement, la situation s'est calmée à la suite de séries d'interpellations, d'un affaiblissement des 2 camps parce que la guerre coûte cher, parce que c'est coûteux et financièrement et en moyens humains et parce qu'il y a une pression aussi de la police sur les 2 groupes. Je pense que ça s'est quand même nettement calmé dès la rentrée à partir de septembre-octobre, mécaniquement à la suite de séries d'interpellations. Après, on l'a vu au mois d'octobre également, des séries de fusillades début octobre dans la cité de la Bricarde. C'est un quartier qui est juste en face de la cité de la Castellane dans le 15e arrondissement, qui est une énorme cité, mais dont la situation est assez comparable à la cité de la Paternelle parce qu'elle est partagée entre plusieurs clans. Il y a 3 à 4 points de deal qui sont partagés par autant de réseaux différents qui se la disputent régulièrement. Et on l'a vu au mois d'octobre, c'est-à-dire dans la foulée des affrontements sur fond de guerre à la Paternelle, le conflit de la Bricarde, l'un des conflits qui avait pour théâtre la cité de la Bricarde, s'est réactivé. Il y a eu une série de coups de force, de tentatives de reprise, de points de deal dans cette cité-là, qui montre bien que ces différends en parallèle de celui de la guerre de la Paternelle sont toujours vifs et peuvent se réactiver du jour au lendemain. Donc ça veut dire que la guerre des stupes au sens large, elle est loin d'être terminée. Il y a toujours eu des périodes d'apaisement, ces périodes elles duraient plus longtemps avant 2023. Là il y a une accélération. Une chose est sûre, c'est que 6 semaines sans fusillade mortelle à Marseille sur fond de stupes, en 2023 c'est pas encore arrivé. C'est la première fois. Près de 50 morts, plus de 110 blessés, 2023 est l'année la plus meurtrière de l'histoire récente de Marseille. Et 80% de ces homicides sont liés à la guerre de la Paternelle entre la DZ Mafia et Yoda. Mais si cette guerre bat tous les records, elle n'est en fait qu'un exemple des luttes de territoire que se livrent chaque année les différents clans de narcotrafiquants. Des clans prêts à tuer pour le contrôle des points de deal, des clans en guerre pour le business de la drogue qui rapportent chaque jour des centaines de milliers d'euros. La guerre de la Paternelle, d'apparence comme les autres, marque cependant un basculement. L'âge des tueurs à gages, la récurrence des fusillades, l'utilisation des réseaux sociaux ouvrent désormais une nouvelle ère. Ce qui est vraiment nouveau, et c'est là qu'il y a un avant et un après, c'est cette volonté de terreur. On ne tue plus juste pour éliminer un adversaire, on tue pour
même pas faire un exemple. Il y a une logique quasiment pas de terrorisme, parce qu'il n'y a pas la dimension politique derrière, mais il y a cette logique de terreur qui est vraiment nouvelle et qui s'est généralisée. Les équipes de tueurs qui sont plus du tout liées, donc qui coûtent beaucoup moins cher finalement, qui sont plus des proches, qui sont remplaçables, qui sont jetables. Et ce côté, on tire un petit peu dans le tas, peu importe, il est décorrélé de tout. On a l'impression que les acteurs sont complètement inconscients. On a l'impression d'avoir affaire à des psychopathes patentés. En fait, il y a quelque chose de nouveau, de décomplexé et de global qui est inédit. Il y aura un avant et un après Paternelle 2023. Retrouvez bientôt la 2e saison de Cartel Nord pour une plongée au cœur d'un réseau de narcobanditisme. Cartel Nord est un podcast original La Provence. Retrouvez tous les autres podcasts sur laprovence.com.